D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir à ce comité dont les travaux sont très importants. Alors, quand je regarde comment la gestion de la crise de la COVID-19 se vit dans les communautés autochtones, une chose me frappe. La différence marquée entre les mesures prises ou souhaitées par les leaders autochtones et celles adoptées par les communautés non autochtones. Il y a un clivage particulièrement évident dans les régions où l'on a vu des communautés autochtones adopter des mesures beaucoup plus strictes et plus rapidement que chez leurs voisins non autochtones. À titre d'exemple, la plupart des Premières Nations au Québec ont rapidement fermé leur communauté pour empêcher que le virus n'y rentre. On a aussi vu des Premières Nations maintenir la fermeture de certains services et activités alors que la province décrétait leur ouverture. À la question « Pourquoi cette distinction ?», je vous soumets deux niveaux de réponse. D'abord, pour des raisons de santé, parce que les populations autochtones, comme vous le savez, présentent des facteurs de risque plus élevés que d'autres face à la COVID-19, en raison de leur situation sanitaire, sociale et économique particulière. L'obésité, le diabète, les communautés autochtones ont des taux de population dans les logements beaucoup plus élevés que dans la population non autochtone, ce qui rend évidemment difficile le respect des mesures de distanciation sociale. Il faut aussi rappeler que les Premières Nations ont été particulièrement marquées par les épidémies passées, desquelles ont découlé des traumatismes autant psychologiques que culturels qui subsistent encore aujourd'hui. Aussi, et c'est le focus de mon intervention aujourd'hui, la gestion distincte des communautés autochtones repose sur le droit à l'autonomie gouvernementale, un concept dont la reconnaissance est toutefois mise au défi en cette période de pandémie. Ce que j'observe, c'est que la crise met particulièrement en évidence la difficulté pour les gouvernements de reconnaître le statut de gouvernement aux entités autrement connues sous le concept de conseil de bande. Pour vous l'illustrer, je vais utiliser trois exemples de Premières Nations au Québec. Le premier est le plus médiatisé des dernières semaines. Il s'agit de l'enjeu de la réouverture du parc d'Oka, un parc sous la responsabilité du gouvernement du Québec, mais situé sur le territoire non cédé de la nation Mohawk, et dont l'ouverture a été décrétée sans aucune consultation avec les autorités du Conseil Mohawk de Kanesatake. Les Mohawks ont pris sur eux de maintenir la fermeture du parc en instaurant un contrôle routier improvisé. C'était lors du congé de la fête des Patriotes, vers la mi-mai. Il s'en est suivi un conflit entre le Conseil Mohawk et le gouvernement provincial, obligeant le gouvernement fédéral à s'interposer. Cet exemple démontre clairement que les autorités gouvernementales n'ont pas le réflexe de consulter les leaders des Premières Nations lorsqu'ils prennent des décisions qui touchent des territoires dits non cédés, ce qui est aussi le cas pour une grande portion du territoire québécois, soit dit en passant. L'absence de consultation se voit même si le territoire fait l'objet d'un processus de négociation territoriale, comme c'est le cas pour les Mohawks de Kanesatake dans la région d'Oka. Les deux autres exemples qui ont été moins médiatisés, malgré les efforts faits en ce sens par les autorités autochtones, illustre à quel point les services gouvernementaux sont toujours pris dans leur carcan colonial de la loi sur les Indiens. Comme bien d'autres Premières Nations, celle de Longue Pointe en Abitibi a décrété la fermeture de sa communauté et a tenté d'imposer des mesures strictes de restriction des déplacements à leurs membres. N'ayant pas de corps policier, la Première Nation a fait appel au service de la Sûreté du Québec, la police provinciale. Ils ont bénéficié d'une patrouille régulière de policiers, mais ceux-ci disent ne pas avoir l'autorité de faire appliquer les mesures de la Première Nation. Pourquoi? Parce que la communauté située dans le village de Winaway n'est pas officiellement une réserve au sens de la loi sur les Indiens. Donc, même si l'on reconnaît depuis au moins le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones en 1996 que l'autonomie gouvernementale est un droit social inhérent protégé par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Et même si le gouvernement fédéral reconnaît théoriquement les conseils comme des gouvernements de Premières Nations, concrètement, on est loin encore de cette reconnaissance. Mon troisième exemple est en Gaspésie, la nation Mi'kmaq de Gaspé, qui, comme pour Longue Pointe, n'est pas une réserve. Et les membres vivent en grande partie sur le territoire traditionnel non cédé de la région de Gaspé. Mais même si la nation n'est pas une communauté ou n'a pas de communauté à gérer, son conseil a quand même des responsabilités à l'égard des membres au même titre que les autres gouvernements de Premières Nations
Et donc, la Première Nation de Gaspé a fait une demande d'aide auprès du programme fédéral d'urgence aux Autochtones. Pas grand-chose, seulement 150 000 $. La réponse du gouvernement, Gaspé n'a pas droit à l'aide puisque ce n'est pas une réserve. Donc, depuis le début de la crise, le Conseil assume pourtant ses responsabilités gouvernementales à l'égard de ses membres. Il y a des responsabilités et ce que demande Gaspé, c'est une aide pour des coûts supplémentaires associés à la gestion de crise de la COVID. Et là, ce qu'on voit, c'est que la réponse, dans le fond, la Première Nation se fait dire qu'elle ne peut pas recevoir l'argent parce qu'elle ne correspond pas aux critères dictés par une lecture colonialiste de la gestion de la crise chez les Premières Nations. Donc, on est loin de la relation de nation à nation, de gouvernement à gouvernement, que dit vouloir pourtant entretenir le gouvernement canadien. Et donc, voilà, c'était le troisième exemple que je voulais donner pour démontrer la difficulté de concilier la reconnaissance des gouvernements des Premières Nations avec la gestion de crise de la COVID. Ce que la crise ferroviaire du mois de février nous a appris, c'est la complexité de concilier les intérêts du développement économique aux droits ancestraux des Premières Nations sur leur territoire traditionnel non cédé. C'est ce qu'on voit également dans cette crise-ci. Une très grande partie du territoire québécois, comme vous le savez, est justement en territoire traditionnel autochtone non cédé, sur lequel les Premières Nations possèdent des droits, parfois même un titre ancestral, qui leur confère un droit au territoire lui-même. Et à la différence du peuple Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, la plupart des nations autochtones au Québec n'ont pas de gouvernement traditionnel qui puisse s'opposer au Conseil de bande. Chez les Premières Nations au Québec, sauf quelques exceptions, les chefs et conseillers élus assument à la fois le pouvoir de conseil de bande, ceux conférés par la loi sur les Indiens, et ceux dits inhérents, dont celui à l'autonomie gouvernementale reconnu par le droit canadien et la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Les conseils des Premières Nations sont donc des gouvernements possédant des pouvoirs qui s'étendent au-delà de la limite de la communauté. Puis, donc, ce qu'on doit retenir de la crise précédente comme de celle-ci, c'est la nécessité pour les gouvernements de reconnaître l'autorité gouvernementale des Premières Nations, non seulement sur le territoire de la réserve comme tel, mais sur un territoire beaucoup plus vaste qui est celui du territoire traditionnel non cédé. Je vais revenir sur l'exemple que je donnais du parc d'Oka. Quand on regarde la couverture médiatique, on s'aperçoit que le Conseil Mohawk a eu beaucoup de difficultés à faire passer son message et d'expliquer sa position comme étant basée sur une responsabilité de protection de santé et de santé publique de ses membres. Bon nombre d'articles et de reportages présentaient l'histoire comme étant plutôt un relent de conflits de revendications territoriales qui opposent Kanesatake à la municipalité d'Oka. De façon générale, je vois les mêmes enjeux que j'ai soulevés lors de mon témoignage à la Commission Vient qui portait sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. La constatation la plus évidente lorsqu'on observe la couverture médiatique des Autochtones est la présence de biais dans le travail journalistique. Personnellement, j'identifie 3 grandes catégories de biais, ceux que l'on peut classer sous l'appellation méconnaissance, donc la méconnaissance, ceux qui relèvent de la différence culturelle, puis ceux qui sont plutôt de nature idéologique, dans laquelle on retrouve le racisme, entre autres. Donc, en plus des biais, on peut déceler dans la couverture médiatique, il faut ajouter la difficulté pour les leaders autochtones de passer dans les médias. On perçoit souvent une sorte d'indifférence qui rend difficile d'exposer les questions autochtones correctement dans les médias, même si c'est d'intérêt public. Il y a quelques années, Richard Desjardins, comme vous le savez, avait produit un film sur les Premières Nations qui s'appelait « Le peuple invisible », qui parlait justement des Anishinabés. Dans les médias, comme dans la sphère publique en général, il y a une invisibilité des Autochtones qui est encore aujourd'hui un enjeu bien réel et qui pose un certain nombre de problèmes. Puis le plus important problème, selon moi, c'est l'image déformée que se fait la population en général à l'égard des Autochtones. Une image qui est fortement influencée par ce que les médias transmettent ou ne transmettent pas, justement. La relance économique est certainement une priorité pour les Premières Nations, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. L'une des inquiétudes est que l'on ne tienne pas suffisamment compte des intérêts des Autochtones dans les plans de relance économique des gouvernements. On le voit présentement dans le cadre du projet de loi 61 au Québec,
Aujourd'hui même, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Justin Picard, était en commission parlementaire sur ce projet de loi. Puis il a souligné, malgré le contexte d'urgence, le gouvernement ne peut pas se dérober à ses obligations de consultation envers les Premières Nations. Il a aussi soulevé une inquiétude qui préoccupe beaucoup les Premières Nations. Il s'agit de la protection de l'environnement en général, des ressources naturelles et des habitats fauniques. Par ailleurs, le déconfinement et la relance économique doivent aussi être vus comme une opportunité pour l'économie des entreprises et des communautés autochtones. Et je trouve important de souligner ici une initiative très intéressante de plusieurs organisations nationales autochtones qui ont décidé d'unir leurs forces pour aider le gouvernement fédéral à mieux répondre aux besoins des Autochtones en matière de développement économique. Ensemble, ils ont créé ce qu'on appelle le groupe de travail sur les entreprises autochtones COVID-19, ou le Task Force, qui vise à donner au gouvernement du Canada une voix autochtone unifiée en cette période de crise. Et ça, je trouve ça bien et important. Le groupe de travail crée présentement une base de données exhaustive sur les entreprises autochtones qui va pouvoir être utilisée par les ministères fédéraux qui recherchent des fournisseurs. Le groupe de travail fournit également des analyses sur l'incidence de la crise sur les entreprises et les communautés autochtones afin de s'assurer que le gouvernement du Canada puisse fournir des mesures de soutien adéquates, équivalentes à celles offertes au reste de l'économie canadienne. C'est une collaboration qui est sans précédent et qui est super importante si on veut une meilleure représentation des Autochtones dans le plan de relance économique au Canada.